On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle d'une nouvelle organisation sans but lucratif sur le territoire, le Théâtre musical du Haut-Richelieu, qui va présenter une première production les 17, 18 et 19 avril au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est demain matin, Montréal m'attend. Mais d'abord, parlons de design de mode. Parlons d'une Johannaise qui est une finissante du Collège La Salle, qui a été désignée par son école pour représenter évidemment le collège dans une compétition nationale pan-canadienne. Et sur les 500 finalistes, elle fait partie du top 25 actuellement. Il y aura une grande finale le 25 février. Bref, on va apprendre à découvrir et à retenir ce nom, Alex-Ève Martin. Parlons maintenant de design de mode et d'un concours pan-canadien où l'une de chez nous actuellement est en liste dans ce concours. Il s'agit d'Alex-Ève Martin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un concours que je ne connaissais pas beaucoup, pourtant c'est déjà la 9e édition et c'est un domaine dont on n'entend pas beaucoup parler nécessairement. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu as fait le choix à la fin de ton secondaire d'aller en design de mode et de t'inscrire au Collège La Salle? En fait, ça fait des années que je couds. Mes grands-parents cousaient beaucoup et j'ai toujours suivi des cours de couture le soir, même ici à Saint-Jean. Puis j'ai essayé les sciences parce que c'est effectivement pas un domaine qu'on connaît. C'est pas un domaine facile, surtout ici à Montréal, mais je sais pas, c'est en dedans de moi, donc je l'ai faite. Puis c'est un très beau domaine. Bon, ouais. Tu as fait quoi? Tu as fait une première année en sciences au cégep? Oui, moi, en fait, j'ai fait une année en sciences nature, une année en arts plastiques, pour finalement me ramasser en design de mode à Montréal. Ouais. Est-ce que tu connaissais le domaine? Est-ce que c'était un orienteur qui t'a dirigé vers là? Non, pas du tout. C'est vraiment des recherches. En fait, il y a juste 2 écoles de mode à Montréal, le Collège La Salle ou Marie-Victorin. C'était un choix de distance. Collège La Salle, c'est pas très loin d'ici, malgré que c'est à Montréal. Donc, c'est vraiment un côté de distance, puis je voulais essayer. Donc, j'avais la possibilité d'y aller. Donc, j'ai sauté. Bon, quel est le regard des proches quand on fait ce choix-là? Parce que souvent, c'est un peu comme dire à son père et à sa mère, je veux devenir musicien. Hein? Puis là, bon, les gens disent, ben, trouve-toi une vraie job, puis après ça, tu seras musicien à temps perdu. Quand on dit à son entourage, finalement, j'ai fait mon choix, je m'en vais en mode, qu'est-ce que les gens disent alentour de soi? Ils trouvent que c'est un domaine très superficiel. La mode, on voit que c'est les revues et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. On a des grandes entreprises à Montréal de mode que les gens ne connaissent pas. C'est pas superficiel du tout, même que c'est très difficile comme domaine. Juste à l'école, c'est beaucoup de travail. Mais ma famille ont vu que j'avais essayé d'autres choses avant, puis que j'étais pas heureuse là-dedans, donc j'ai sauté. Ils ont accepté, puis ils voient que justement avec le concours, j'ai un certain talent, donc j'ai bien fait d'aller là-dedans. Tu disais en introduction que donc très tôt, tu cousais, tu te plaisais là-dedans. Qui t'a initié à la couture? Ma grand-mère, elle avait une machine chez elle, puis ça n'a pas été long que je savais comment elle marchait. Oui. Donc, tu avais une fascination pour la machine? Oui, puis une facilité aussi. J'ai toujours été manuelle, j'ai toujours fait des bijoux, travaillé avec mes mains, j'ai touché la peinture. Donc, pour moi, c'était une continuité là-dedans. C'était facile. C'est quelque chose qui se perd beaucoup. Hein? Je regarde ça même dans nos entourages respectifs. Parfois, nos mères, peut-être nos grands-mères. Puis quand on descend dans les générations, ça se perd beaucoup. Là. Je veux dire, demain matin, on s'en va sur la rue ici, puis on accroche 50 personnes, puis on leur demande s'ils ont déjà touché une machine à coudre. Là. Pas sûr qu'on a beaucoup de résultats, même un fil. Là. Donc, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Là. Donc, c'est quand même assez particulier que toi, tu aies pu assurer cette continuité-là. Oui, mais même à Montréal, dans les industries, ça se ressent. On n'a plus de couturières, on n'a plus de main-d'œuvre, c'est rendu très cher. Mais il y a un mouvement là, on dirait que ça revient. Mais encore là, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je lui dis que je suis en design de mode, c'est toujours « Ah oui, en design de mode, qu'est-ce que tu fais là-dedans? » C'est toujours surprenant que je dis que je couds. C'est pas un métier qu'on connaît beaucoup, puis pourtant, c'est un beau métier. Design de mode, donc c'est pas juste
la conception, le dessin, c'est tout, là. C'est du début à la fin jusqu'à temps qu'on attache les morceaux ensemble. Là. Exactement. Nous, en fait, à l'école, on apprend de tout. Autant le patron, le dessin, patron par ordinateur, la couture. On apprend comment les tissus ont été faits, les fibres dans les tissus, de tout, là, de A à Z. Oui. Bon. S'inscrire au Collège La Salle, suivre ses cours, c'est une chose. Être en liste dans un concours, ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas comment fonctionne le Collège La Salle. Est-ce que souvent vous êtes challengé dans des concours à l'interne ou à l'externe? C'est quoi le processus pour participer à ce genre de truc-là? En fait, il y a de moins en moins de concours. Le concours Telio, il va toujours rester parce que c'est un des plus gros fournisseurs de tissus en Amérique du Nord. En fait, c'est assez facile de participer. Il faut juste soumettre notre projet. Dans le fond, c'était un dessin, un croquis, puis une fiche technique par rapport au thème de Telio. Cette année, c'était texture. Donc, on a juste à... Il faut être en deuxième année ou troisième année d'un DEC ou à l'université. Puis, dans l'école, on est 7 à avoir été choisis. Donc, chaque école... 7 sur combien, dans le fond? Il y a peut-être eu, je ne sais pas, une quarantaine de candidatures à mon école. Mais par la suite, chaque école canadienne envoie 7 croquis. Puis là, il y a quoi? Il y a une quinzaine, 20 écoles? Je ne sais pas, il y a combien d'écoles? Je crois qu'il y avait jusqu'à 500 candidatures que Telio a reçues. Donc, quand même. Et là, donc, si on reprend le calcul, à votre école, vous êtes une quarantaine à avoir soumis votre candidature. Parmi les 40, il y en a 7 qui ont été choisis, dont toi. Exactement. Là, tu dis, dans le fond, à la grandeur du pays, c'est probablement 500 candidatures. Oui. Là, actuellement, toi, tu te situes où là-dedans? Dans les 25 que Telio a choisis. Dans le fond, le final, les finalistes finales, on est 25, puis c'est ces 25-là qui produisent le vêtement, qui va être défilé le 25 février. Puis c'est là, dans le fond, si je suis dans les 5 gagnantes. OK, parce qu'au final, donc, il va y avoir 5 gagnants. Exactement. Qu'on va gagner des bourses de différents montants. Oui. Mais déjà, de se rendre là, c'est quand même un exploit en soi? Oui. Oui, je suis très fière de moi. Oui, déjà, juste être dans les 25 finalistes, ça se fait parler à Montréal. Les gens vont me connaître quand je vais dire mon nom, autant dans les industries, oui, vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi l'école t'a choisi et est-ce que tu sais pourquoi que tu fais partie des 25 finalistes pan-canadiennes? L'originalité, je crois. Est-ce que le jury te l'a dit? Est-ce qu'il y a un contact, il t'envoie une lettre? Pas je ne sais du pas. Tout. Rien. Tu n'as aucune idée. Non, tu ne sais pas pourquoi. Je leur ai jamais parlé même. Ils nous envoient ça. Dans le fond, ils mettent les finalistes sur leur site Internet. Donc, on n'a jamais eu pourquoi moi plus qu'un autre. J'imagine que c'est sûr que il y a dû avoir quelque chose qui leur a frappé dans l'œil. Mais sinon, non, aucune idée. Puis même après, pourquoi lui a gagné plus que moi, par exemple, la première position, on n'a aucun retour là-dessus. Et le jury, c'est qui? Est-ce qu'on laisse des gens de l'industrie. Il y en a qui viennent jusque de New York pour venir faire le jury. Nous, on a remis nos vêtements depuis déjà 2 semaines. Donc, ils ont 1 mois, presque 6 semaines pour évaluer nos vêtements. Et évaluer, c'est à la loupe. Bon, et quand on dit justement évaluer, d'une part, donc, ils ont le dessin que tu avais fait au début. Le croquis, exactement. Ils ont le croquis et ils ont le produit final sous les mains. Oui. Là. Ils peuvent y toucher. Exactement. Puis prendre la loupe puis regarder les coutures et tout le... Bon. Exactement. Oui. Donc, on a vraiment besoin de soumettre le vêtement comme on l'a présenté sur le croquis. On n'a pas le droit de changer, rien. Donc, c'est un peu ça la difficulté parce que souvent, dessiner, c'est une chose, le créer en vrai, c'est un autre. Bon, décris-nous un peu ce que tu as présenté. Qu'est-ce que c'est? En fait, moi, le thème est texture. Donc, veux pas, il fallait créer une texture. Moi, ce que j'ai travaillé comme technique, c'est une technique de rembourrage qui crée un peu, je vous dirais, une carapace de tortue. C'est la meilleure façon que j'ai su le décrire. C'est une technique que j'avais trouvée sur Internet que j'ai un peu changé à ma manière, que je crée sur un manteau. Donc, ça fait un peu comme une carapace. Puis, en dessous, c'est une robe très simple, blanche. Puis, dans le fond, c'est un peu le contraste entre la société ou avec le carapace puis la pureté blanc. Donc, c'est ça. C'est blanc et le manteau est noir. Bon. Le voir en croquis, pouvoir toucher aux vêtements, c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi une étape importante qui est celle d'avoir un mannequin qui porte le vêtement ou qui est... Bon, j'ai vu que tu m'as envoyé des photos aussi qu'on montre à l'écran, là, mais est-ce que ça aussi, c'est une étape importante du processus d'avoir un mannequin qui puisse porter le vêtement? En fait, nous, on avait les mensurations du mannequin qui allait le porter lors du défilé du 24.
Donc, on a trouvé un mannequin qui avait presque les mêmes mensurations pour faire des essayages sur un mannequin. Parce qu'un mannequin vivant puis un mannequin qu'on va acheter, par exemple, au magasin, c'est pas du tout la même chose. Il fallait voir ce que ça donnait pendant qu'elle marchait, pendant qu'elle se tournait. Parce que dans le fond, les juges chez Telio vont les essayer aussi sur mannequin. Parce que veut pas, le vêtement, il doit bien tomber aussi. Donc, on a eu la chance de trouver une fille idéale pour les essayages. Bon, tu parlais tantôt d'un événement le 25 février. Donc, c'était quel endroit? C'est à Montréal. L'événement s'appelle The Moment. Habituellement, c'est présenté à la Semaine de la mode. Malheureusement, on n'a plus de Semaine de la mode. Donc, depuis cette année, ça va être à cet événement-là. Je ne connais pas cet événement-là. On l'a su dernièrement, hier ou avant-hier. Et c'est là que les 25 finalistes de Telio vont se retrouver à l'événement? Oui, exactement. Et c'est à ce moment-là que vous allez savoir si tu vas savoir si tu fais partie des 5 finalistes? Ils organisent un petit défilé, puis à la fin, ils remettent les prix. Bon. Et les prix, c'est quoi? C'est des bourses? Le premier, c'est 5 000 $. Le deuxième, c'est 3 000 $. Puis les 3 autres, c'est 1 500 $. Oui. Puis il y a des prix, par exemple, créativité, confection. Donc, des prix un petit peu aussi à part, là. Bon, mais tu disais quand même que le fait de se retrouver parmi les 25 finalistes pan-canadiennes fait en sorte que déjà à Montréal, ton nom va ressortir. Là. Oui, vraiment. Parce qu'il n'y a pas tant de gens de Montréal qui se rendent non plus à ce concours-là. Donc, en premier lieu, pour moi, je suis fière de moi, peu importe le résultat. Et là, c'est quoi maintenant tes ambitions pour le futur, les 5-10 prochaines années? Est-ce que c'est avoir ta propre collection? Je veux dire, c'est quoi? Premièrement, c'est de faire des stages, d'aller voir comment ça marche dans l'industrie, parce que l'école, c'est une chose, l'industrie, c'en est une autre. Donc, quand tu sors de l'école, on est prêt peut-être à 25 %. On sait peut-être 25 % de ce qu'il faut savoir dans l'industrie. Donc, c'est des stages, c'est d'aller cogner aux portes, de voir si on peut travailler pour eux. Mais encore là, la main-d'œuvre, c'est difficile. On n'est pas beaucoup payé, on travaille beaucoup. Donc, je vais commencer avec des stages. Idéalement, c'est sûr, c'est avoir ma compagnie, mais c'est beaucoup de frais. Beaucoup de frais pour commencer. Donc, il faut commencer par des stages, se faire un nom, travailler dans une bonne place. Puis par la suite, on verra dans 5-10 ans. Si un jour, je pars ma compagnie, oui. La route est longue? Oui, mais belle. Oui, j'ai confiance. Et qu'est-ce qui te fascine et te passionne dans ce domaine-là? La créativité, que c'est toujours différent. Le fait que je ne sois pas juste à mon bureau puis je fais la même chose toute la journée. Chaque jour est différent. Oui, c'est la créativité. Moi, il faut que je crée chaque jour. Et là, dans le fond, tu as 22 ans. Oui. Tu es à ta dernière année. Oui. Donc, ça se termine bientôt, là. Exactement. Oui, on a très hâte de voir ce que réserve l'avenir à moi. Oui. Alexa, merci beaucoup. Félicitations. Merci Bonne beaucoup. chance pour le 25 février. Merci. Et écoute, on va évidemment retenir ton nom. Puis parfait. On va voir un peu ton cheminement dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un théâtre musical dans le Haut-Richelieu. Demain matin, Montréal Matin, présenté les 17, 18 et 19 avril au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean via le Théâtre musical du Haut-Richelieu. 3 invités pour nous en parler. D'abord, Céline Lavigne, qui est la productrice. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Patrick Campbell, qui est metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Samuel Chouinard, qui est chorégraphe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Madame Céline. Qu'est-ce que c'est le Théâtre musical du Haut-Richelieu? Le Théâtre musical du Haut-Richelieu est né d'un besoin d'amener dans la région peut-être une effervescence, un goût, un regain pour le théâtre musical. Il y a quelques grandes productions qui viennent ici, justement au Théâtre des Deux-Rives, mais pas souvent, pas longtemps. Et je pense qu'il y avait de la place pour qu'on puisse avoir un bon théâtre musical dans la région de Saint-Jean et autour. Bon, le Théâtre musical, c'est une organisation à but non lucratif? Exact. C'est une organisation à but non lucratif que j'ai fondée il y a à peu près 2 ans et demi. C'est notre première production.
J'ai fait du théâtre musical pendant longtemps, depuis 2007-2008 environ, régulièrement, dans différentes régions, dans le nord, dans l'ouest, en plein centre de Montréal, en anglais, en yiddish. Et je me suis dit peut-être que ce serait bien que je puisse en faire dans ma langue, avec du monde de chez nous. Et j'ai bâti le projet. J'ai commencé à penser à qui on pouvait mobiliser pour faire une belle intervention comme ça au niveau du théâtre musical. Et puis ça s'est déroulé comme ça devait. Quelle est votre définition du théâtre musical? Pour que les gens comprennent bien ce que c'est. C'est une question qu'on pose souvent, la différence entre le théâtre musical et puis le Broadway ou la comédie musicale. La comédie musicale est plus axée sur ce qu'on connaît du Broadway, style New York, qu'on retrouve plus anglophone. Le théâtre musical est peut-être un théâtre un peu plus senti dans lequel on a intégré la partie chantée et la partie danse. Donc, souvent, quand on va parler du théâtre musical des productions francophones québécoises, on va vraiment parler plus de théâtre musical dans l'approche que la comédie musicale traditionnelle qu'on retrouve justement à New York. Bon. Patrick, parlez-nous de vous. Donc, est-ce que vous œuvrez comme metteur en scène depuis longtemps? Oui, pas mal longtemps, je dirais depuis 35 ans. Oui, que je fais des mises en scène et puis je suis dramaturge, metteur en scène et comédien, oui, que je roule ma bosse dans la région. Comment avez-vous été, disons, appelé à faire partie de ce projet? C'est des concours de circonstances, mais c'est des contacts très souvent. Moi, présentement, j'habite à Marieville, mais je travaille beaucoup à Saint-Jean avec le Théâtre du Bahut. Donc, voilà, donc de fil en aiguille, on se fait connaître. Et puis, c'est par le Théâtre du Bahut et puis les contacts avec Céline que je suis entré en scène, si on veut. Bon, parce que le théâtre musical donc existe depuis quand même pas très, très longtemps. Non, donc, c'est quand même 2 ans. 2 ans. Il y a déjà eu des productions à votre actif auparavant? Oui, mais pas dans le cadre du théâtre. C'est notre première production en tant que théâtre musical du Haut-Richelieu. C'est votre premier bébé, là. Oui, c'est tout nouveau. C'est le premier. Et là, quand on parle de bébé, je parle pas de monsieur au bout, non. Et le chorégraphe dans tout ça, il fait quoi? Alors, le chorégraphe, il doit monter des chorégraphies, bien entendu, avec les comédiens, avec les danseurs. Ça, c'est quand même un gros défi parce que la majorité d'entre eux n'ont pas beaucoup d'expérience en danse. Donc, je dois essayer de les faire paraître bien sur scène et surtout d'avoir une espèce d'uniformité avec les danseurs et les chanteurs. C'est quoi la différence entre le metteur en scène et le chorégraphe? Alors, moi, je ne vais pas toucher au niveau des expressions du jeu, du texte. Ça va être vraiment le travail de Patrick. Moi, ça va être plus au niveau de la mise en scène des chorégraphies sur les chansons parce que, comme on a dit, c'est un théâtre musical, donc il va y avoir des pièces chantées. Et puis voilà, c'est d'orchestrer ça. Et quelles sont vos expériences dans le domaine? Alors, expérience dans le domaine, j'ai déjà fait des comédies musicales, mais en tant que danseur, jamais en tant que chorégraphe. J'ai fait partie de l'émission Il danse à Radio-Can avec Nico Archambault. Sur le rythme aussi, des films, des pubs, un peu de tout. Je dirais que j'ai touché un peu à tout. Mais chorégraphiquement parlant, jamais des comédies musicales. Et ça, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Bon. Pourquoi avoir fait le choix de Demain matin, Montréal matin? Bien, c'est une pièce phare de notre répertoire musical québécois. Je veux faire des productions en français, donc il fallait commencer avec quelque chose que tous les gens connaissent, que ce soit qu'ils l'aient vu ou qu'ils en ont entendu parler, qu'ils aient envie de le revoir. Souvent, même les jeunes qui étudient en théâtre musical, parce que la majorité des jeunes qui sont sur la production sont issus du cours de théâtre musical, soit à Lionel Groulx ou à Saint-Hyacinthe, où ils ont pris des cours en chant ou en danse. Ils sont vraiment reliés au milieu du théâtre musical. Alors, c'est des pièces qu'ils connaissent déjà au départ par le répertoire. Et ben voilà, je pense que on voulait frapper fort avec Demain matin, Montréal matin. Bon, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette production-là? Ça fait un petit bout? Non, pas tant que ça? Non, c'est depuis l'automne. Depuis l'automne. Depuis l'automne, oui. Et on se voit seulement à fréquence d'1 fois par semaine. Bon, mais ça, c'était l'autre question. C'est un défi, ça. Bon, qui sont les comédiens qui font partie de cette distribution? Oh. Et comment les avez-vous choisis? Moi, je vais laisser la productrice répondre. Il y a eu des auditions. Il y a eu des auditions. On a lancé des auditions sur tous les réseaux sociaux, dans les journaux, même ici à Saint-Jean. On a recruté des gens d'un peu partout et c'est le but. Le but, c'est de donner une plateforme de visibilité auprès de ces jeunes qui sont en devenir professionnels en milieu de théâtre musical. C'est vraiment une des premières approches. Deuxième, on n'est pas dans le théâtre amateur ici, on est dans le théâtre semi-professionnel. On essaie d'accéder à ça. Et c'est pour ça qu'on les entoure de professionnels pour les aider à se positionner. Mais c'est important de faire la nuance, justement, parce que parfois, bon, ici dans la région ou à Chambly, ou au Théâtre du Bahut, ou etc., il existe, ou du côté de l'Acadie, Théâtre de Grand Prix, il existe de ces organisations à but non lucratif, mais où on parle vraiment de théâtre amateur, comme le Café Théâtre de Chambly, exemple.
Donc ici, on est dans le semi-professionnel parce que les comédiens auxquels vous faites appel viennent des écoles. Viennent des écoles ou Donc viennent ce du sont milieu. de futurs professionnels, là. Exactement, des professionnels en devenir. Donc, on leur présente une plateforme de visibilité et puis une expérience aussi extraordinaire de scène autre que celle de l'école. Et quelques-uns viennent aussi du Gala Révélation dans le processus. Qu'est-ce que c'est le Gala Révélation? Alors, le Gala Révélation, c'est un gala qui permet à des jeunes chanteurs ou danseurs de pouvoir se produire sur scène en faisant un gala. C'est un intensif. Pendant un été, on se voit peut-être 4-5 week-ends, puis on doit monter un show, puis on présente ça au Théâtre Saint-Denis. Cette année, ça a été présenté, par contre, pour la première fois à l'Étoile du 10-30. Oui, c'est ça. À Brossard. Oui. Bon, Patrick, c'est quoi le défi de jouer et aussi celui de chanter? Comment on arrive à arrimer les deux? Pour commencer avec Demain matin, Montréal matin, ben, c'est vraiment c'est un amalgame de ces deux choses-là qui font que mon défi à moi, c'est que ça ne devienne pas seulement des petits numéros de danse, des petits numéros de chant. Donc, il faut amalgamer les deux ensemble. Donc, on a Christiane Jean d'un côté, qu'on ne parle pas, mais qui se trouve être la directrice musicale, qui fait un gros travail de chant aussi avec eux. Moi, de mon côté, c'est d'essayer de sortir tous ces gens-là, leur faire comprendre leur personnage pour qu'ils puissent jouer, mais aussi qu'il y ait une rythmique pendant tout le spectacle. Donc, c'est de réussir à avoir un bon mélange des deux pour pas qu'on ait du théâtre, petite chanson, du théâtre, petite chanson. Donc, il faut que ça se tienne. Mon but, il faut que ça coule, qu'on ne dise pas que, tiens, voilà une chanson qui s'en vient. Donc, c'est un peu ça le gros but de l'exercice. Bon. Et le défi d'établir des chorégraphies à travers ça, ça s'effectue, ça se fait de quelle façon sur le terrain? Alors, on a mis, en fait, on s'est parlé, on s'est consulté, puis on a isolé certaines pièces qui devaient être plus dansées que d'autres. Pour ce qui est sinon des chorégraphies pendant la pièce en entier, c'est plus des clins d'œil ou du moins des espèces d'action qui fait qu'on est quand même dans le mouvement, on est quand même en prestation, mais c'est pas toutes les pièces qui vont être chorégraphiées d'un gros numéro A à Z, les ballons, les confettis, non, certains. Est-ce que je me trompe en disant que les comédiens qui ont l'audace ou le courage d'accepter ce genre de défi-là, ça va faire d'eux, dans quelques années, des gens qui vont être fortement recherchés? Parce qu'on le voit dans l'industrie, bon, on a parfois de très bons comédiens ou des bons danseurs ou des bons chanteurs, mais quand on est bon dans les trois sphères, donc c'est des cordes à son arc, là. Oui, absolument. Et le théâtre musical, si on peut le mettre entre guillemets, redevient à la mode. Dans le milieu francophone, on parle, parce qu'au niveau anglophone, c'est resté, c'est vraiment une culture par justement leur proximité avec le Broadway américain. Mais on voit les jeunes qui s'y intéressent. Ça, c'est le fun de voir des jeunes. Moi, j'ai été sur des productions où il y avait du 7 à 77 ans. Et tous ces gens-là se tiennent vraiment serrés. C'est des petites familles, travaillent très fort. Donc, c'est trois disciplines, chant, danse, théâtre. Oui, c'est sûr qu'on va voir, parce qu'il y a des grandes productions qui sont il y a de René Richard-Cyr, il y a des Denise Filiatro, il y a des Serge Postigo, il y a d'autres gens qui font renaître le théâtre musical. Donc, oui, ces jeunes-là, on va les voir dans ces productions-là, dans pas très long, dans les grandes productions. Et c'est un petit peu le but du théâtre musical du Haut-Richelieu. Parce que même souvent, on se fait prendre à notre propre jeu. Parfois, on regarde une prestation, puis on se dit « Ah, je ne savais pas qu'il chantait comme ça. Je ne savais pas qu'il dansait comme ça. » Ou certains chanteurs, je ne savais pas qu'ils étaient capables d'acter comme il le fait. Donc, ça doit être le défi aussi du metteur en scène d'aller chercher le meilleur de tous, là. Oui, bien, c'est un peu ça, parce que moi, ces gens-là, je ne les connaissais pas avant. Donc, il faut vraiment travailler avec leurs forces, leurs faiblesses, puis amalgamer ça pour réussir à rendre la pièce. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi le spectateur qui doit être intéressé à ce qu'on est en train de monter, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Cette période de Tremblay, on connaît Tremblay, c'est une période, parce qu'on reste dans les années 70, là, présentement. Donc, on est dans un monde de travestis, on est dans un monde de bordel, de bar. Donc, on est dans un monde quand même spécial. Donc là, vous vous rencontrez quoi? Une fois par semaine? Une fois par semaine, oui. Le mercredi soir. Oui. Et il y a des intensives aussi, quand même. Bon, parce que là, le mois d'avril s'en vient bientôt. Eh oui. Très vite, très vite. C'est quoi donc? C'est quoi? C'est 3 représentations? C'est 3 représentations. Une représentation aussi en après-midi pour les aînés, qui est en train de s'organiser pour le vendredi. Et puis, il y a jeudi soir, vendredi soir, samedi. C'est le week-end de Pâques. Et quand on sera le 20 avril, qu'est-ce qui va se passer pour le théâtre musical? On va fêter Pâques. On va prendre un petit repos. Ça va être quoi la suite après? Bien, on voudrait que ce soit récurrent.
Alors, à chaque année, faire une production. Peut-être que ça va être aux ans et demi, dépendamment, mais c'est tout un processus. Il faut aller chercher les droits d'auteur. Oui, Il faut vraiment monter tout le programme, aller chercher les partenaires financiers, aller chercher la visibilité, les personnes ressources et tout ça. Donc, oui, on souhaite que ce soit à chaque année, puis que ça devienne vraiment une institution au niveau de la région, qu'on puisse dire, oui, la pièce était bonne l'année dernière, on a aimé ça, puis on y retourne. Preuvé, parce qu'il y a eu des comédies musicales qui se sont passées dernièrement au Théâtre des Deux-Rives. Il y avait des salles pleines les 2 soirs, les 3 soirs. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Donc, le Théâtre musical du Haut-Richelieu vous propose demain matin, Montréal Matin, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, les 17, 18 et 19 avril. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. On vous rappelle que le vendredi 21 février, c'est un jour férié dans la convention collective des employés du C3S au Richelieu-Rouville, si bien que les centres de prélèvement sont fermés le vendredi 21 février. À chaque semaine, on vous présente notre émission sur les travaux du Conseil de ville, Saint-Jean-sur-Richelieu, comme son nom l'indique. Regardez, vous avez l'horaire à l'écran. On vous rappelle aussi qu'à tous les dimanches matin, 9h30, en direct au câble 9, il y a 3 500 $ en prix pour le Télé Bingo. Il y a 35 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Télévision du Haut-Richelieu, vous avez les coordonnées pour nous joindre, toujours plus facilement par courriel. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Sur notre site Internet également, vous allez retrouver les entrevues en format vidéo YouTube, donc disponible pour vos appareils Apple. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.